Mesdames et messieurs, bonsoir et très bonne année 2016 à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous vous emmènerons d'abord en Bretagne à la découverte du golfe du Morbihan. Cette baie de moins d'1 kilomètre abrite un écosystème exceptionnel. Retour à la Havane, un an après la reprise du dialogue entre Cuba et les États-Unis. Alors que les hommes d'affaires cherchent à se positionner sur ce nouveau marché prometteur, la société cubaine se sent pour l'instant peu concernée par cette ouverture. En 2015, près de 60 000 apatrides qui vivaient depuis des décennies dans des enclaves de part et d'autre de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh ont enfin été reconnus comme des citoyens ordinaires. Fuir la Syrie et recommencer sa vie au Canada, le pays ouvre ses portes à 25 000 réfugiés d'ici fin février. Pour gérer leur accueil, les autorités comptent beaucoup sur la société civile et la générosité des citoyens. Retour à Sarajevo, 20 ans après les accords de paix de Dayton qui ont mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Si les combats ont cessé, les divisions existent toujours. Direction d'abord le sud de la Bretagne qui abrite le golfe du Morbihan. C'est l'un des plus beaux écrins maritimes au monde. Toutes les 6 heures, 400 millions de mètres cubes d'eau entrent ou sortent par ce goulet de moins d'1 kilomètre. Ce gigantesque chassé-croisé à l'abri de l'océan crée un écosystème exceptionnel et provoque des courants d'une grande intensité. Dans le sujet qui suit, on vous fait découvrir les perles de cette baie grâce à des amoureux du golfe du Morbihan. Reportage. Au sud de la Bretagne se cache l'un des plus beaux écrins maritimes du monde, le golfe du Morbihan. Morbihan, c'est la petite mer en breton. Ici, il y a près de 6000 ans, les hommes érigeaient des menhirs. Le golfe n'était alors qu'un vaste marécage. La montée des eaux a transformé le paysage. Aujourd'hui, à marée haute, 42 îles parsèment cette mer intérieure. Toutes les 6 heures, 400 millions de mètres cubes d'eau entrent ou sortent par ce goulet de moins d'1 kilomètre de large. Ce gigantesque chassé-croisé crée un écosystème exceptionnel et provoque des courants d'une grande intensité. Les jours de grande marée, les mouvements d'eau sont parmi les plus impressionnants d'Europe. Bruno Blanchot est un amoureux du golfe. Chaque jour, il s'amuse à déjouer les pièges de ce labyrinthe aquatique. Alors là, on est vraiment dans l'endroit où le courant est le plus fort dans le golfe, ce qu'on appelle le courant de la Jument, entre l'île de la Jument et Berdères. Le courant peut atteindre 9 nœuds de vitesse. 9 nœuds, c'est presque 17 km à l'heure. Ce qui fait du golfe une excellente école pour les navigateurs en herbe. À la voile, on ne défie pas la Jument, on compose avec. Là, on est vraiment au milieu du courant. On est juste derrière le rocher, donc ce qui forme un petit contre-courant, ce qui nous permet de remonter tranquillement vers le rocher. Mais de chaque côté, tu vois la puissance du courant. C'est un phénomène de rivière, c'est vraiment comme une rivière, quoi. Le golfe est un refuge naturel. Il regorge de plancton et donc de poissons, ce qui en fait un vaste garde-manger pour plus de 200 espèces d'oiseaux. Mais cette mer intérieure est victime de son succès. Vacanciers, plaisanciers sont de plus en plus nombreux à débarquer sur les îles, au point de menacer une espèce qui fait son nid sur le sol, la sterne. L'ornithologue David Lédan se bat depuis plus de 10 ans pour réimplanter cette espèce très fragile. Jusque les années 70, il y avait entre 500 et 700 couples de sternes sur le golfe du Morbihan, qui est une espèce emblématique du golfe. Et à partir des années 2000, on était en dessous de 90 couples. Un golfe sans sterne, c'est comme la Camargue sans femme en rose. Tu ne peux pas y avoir la Camargue sans femme en rose ou Paris sans la Tour Eiffel. Donc voilà, un golfe sans sterne, c'était pas jouable. Pour faire revenir ces hirondelles de mer, le parc naturel régional a installé des barges. Les sternes s'y sentent à l'abri. 2 fois par mois, David surveille l'évolution de ses protégés. Il compte le nombre de nids, de pontes, de poussins à l'envol. Rien ne lui échappe. Ça, c'est écrit cette nuit. Il est encore tout mouillé de sa coquille. Il a encore le diamant sur le bout de son bec. Là. Ça, c'est ce qui lui a permis de sortir de sa coquille. Il le perd au bout de 48 heures. Donc ça à 24 heures, quoi.
Depuis leur naissance, David veille sur les poussins jusqu'à leur envol. C'est un petit poussin, mais ses ailes, elles sont presque finies. Dans 4 jours, il vole. Et dans 15 jours, 3 semaines, il part du Golfe. Dans 2 mois, il est en Afrique. Et il est né il y a 20 jours, à peine 18 jours. Plus avant dans la baie, les courants s'apaisent et les eaux sont moins profondes. On est dans le cœur du Golfe, là, on est entre l'île aux Moines et l'île d'Ar, un petit coin de paradis. Un havre de paix pour l'une des perles du Golfe, l'huître. Chaque année, on en produit plus de 10 000 tonnes. Parce qu'on arrive doucement, je vais mettre mes cuissardes, il faudrait que je descende à l'eau. Yvonique Jega est l'un des derniers ostréiculteurs à travailler à l'ancienne. Chaque jour, sur l'île d'Ars, il vient surveiller l'évolution de ses bébés qui commencent leur vie sur ces tubes. Donc ça, ce sont des huîtres qui ont 1 an, c'est ce qu'on appelle le naissin. Elles passent la première année sur les tubes, sur les collecteurs. Et ça va être détroqué, donc décollé des tubes à partir du mois de septembre. Et ce sera semé sur le sol, pour continuer de grossir sur le sol. Des huîtres qui grandissent sur le sable. Une technique ancestrale qui leur donne une saveur très particulière, mais qui présente aussi un double inconvénient. À marée haute, elles sont exposées aux prédateurs de la mer. À marée basse, elles sont à portée de main des vacanciers. C'est ça qu'il faut surveiller, parce que sinon, avec les estivants, les huîtres vont être ramassées. Il y a une vie plus riche au contact du sable, donc l'huître a trouvé un meilleur plancton, donc elle sera plus charnue, plus goûtée. Elle est plus longtemps dans l'eau aussi que dans l'élevage en surélevé en poche. Tout le goût de l'île d'Ars dans une coquille. Et c'est divin, ça fait un super goûter. 1 heure est passée et déjà, la petite mer reprend ses droits. Au gré des courants, les amants du Golfe risquent une dernière sortie avant la nuit. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Depuis le dégel des relations entre Cuba et les États-Unis, amorcé en 2014, la société cubaine s'ouvre timidement, mais la parole, elle, se libère à La Havane. Dans la rue, la critique du régime se fait désormais plus forte. Les Cubains dénoncent un régime répressif qui restreint leurs libertés individuelles et mate les opposants politiques. Si certains Cubains sont radicalement opposés au système, d'autres artistes et entrepreneurs essaient de composer avec le régime pour moderniser leur société. Les hommes d'affaires américains, eux, cherchent à se positionner sur ce nouveau marché prometteur. Dans l'ensemble, les Havanais sont d'accord sur une chose, ils veulent préserver l'identité de leur ville et ne pas l'offrir à un capitalisme effréné. Le reportage de Martha Pessina. Ils ont baptisé leur quartier la Petite Havane. À Miami, en Floride, 1 million d'exilés cubains ont bâti la petite sœur de la capitale cubaine. Aujourd'hui, ils peuvent enfin rêver à un retour. Hugo Cancio est l'un de ces exilés. Il est arrivé à Miami en 1980 avec sa mère et sa sœur. Il avait 16 ans et n'a jamais oublié son île. Hey, salut! Cuba m'a accompagné pendant mes 35 années d'exil. Je suis Cuba. Je fais partie de ce pays, de sa culture, de son identité, de ce que nous sommes en tant que peuple, que nation. La fin prochaine de l'embargo pourrait précipiter les retrouvailles de ce peuple brouillé depuis des décennies.
Mon pays d'origine et mon pays d'adoption qui normalisent leurs relations. C'est comme si ton père et ta mère recommencent à se parler après avoir passé plus de 40 ans sans se regarder. Vous imaginez ça? Hugo Cancio travaille depuis longtemps à ses retrouvailles. 20 ans qu'il retourne régulièrement à La Havane. Aujourd'hui, ces voyages sont de plus en plus fréquents. Hugo Cancio est homme d'affaires. Il aide des entreprises étrangères à s'installer à La Havane. Comment voulez-vous qu'un Cubain se sente quand il retourne dans son pays? C'est une grande joie d'être ici. Avec toutes les difficultés, toutes les imperfections, les problèmes qu'il peut y avoir ici. Ça reste mon pays et je l'aime toujours. Et c'est pour ça que je suis là, car ce n'est pas parfait. Le décor semble figé depuis la Révolution. Le changement pourtant est bien réel. Depuis le rapprochement avec l'ancien ennemi américain, la transition est en marche. La Havane ne sera peut-être bientôt plus la même. Aujourd'hui, Hugo Cancio se rend à un événement qui attire des hommes d'affaires du monde entier. Depuis que les États-Unis ont desserré l'étau économique, la foire de La Havane connaît une affluence record. Hugo Cancio est devenu l'incontournable intermédiaire cubano-américain. Eh, bonjour Hugo, c'est bon de te voir. Tous ces mecs ont besoin de nourriture pour les touristes et ce sont eux qui pourraient acheter nos tracteurs. Si tu peux nous les présenter, ça nous aiderait vraiment. Pas de problème, oui. Ces deux industriels américains souhaitent importer des tracteurs adaptés au modèle d'agriculture cubain. Être impliqué dans la croissance de Cuba, observer Cuba qui reprend une place au sein de la communauté internationale, c'est ce que je trouve intéressant. Ça va aider l'économie cubaine, la stimuler. Ça va aider les fermiers qui n'auront plus à cultiver la terre avec des animaux. C'est une idée géniale et ça va marcher. Aujourd'hui, le monde entier veut venir à La Havane. L'année dernière, près de 9 milliards de dollars ont été investis par des entreprises étrangères. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Hugo Cancio a ses entrées auprès des autorités cubaines et américaines. Son carnet d'adresses est rempli de contacts au plus haut niveau. Regardez, voici l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur De Laurentiis, un très bon ami à moi. Comment ça va? Ça va, merci. On se voit plus tard? Est-ce que je peux vous poser une question? Non, pas aujourd'hui. Les autorités américaines font encore profil bas. Depuis la réouverture de leur ambassade en juillet dernier, les hommes d'affaires se positionnent, mais l'embargo interdit toujours officiellement le commerce avec Cuba. Loin de la foire de La Havane, lorsque la nuit tombe, les Cubains continuent à faire tourner une autre économie. Leur économie parallèle, celle de la débrouille. On est là, en face d'un hôtel, on est à la Belle Étoile. Regarde, elle est sur Facebook. Elle discute avec ses amis. Elle aussi. À Cuba, 5% de la population seulement a accès à Internet. Alors les jeunes viennent se connecter ici, sur les réseaux Wi-Fi des grands hôtels pour étrangers. On ne nous laisse pas rentrer. On est obligé de se connecter à l'extérieur. Et quand il y a trop de monde, ils coupent la connexion et on doit tous rentrer chez nous. Il faudrait qu'on ait des infrastructures pour avoir Internet comme dans tous les pays du monde. On est en retard. Très en retard. L'un de ces jeunes a pourtant transformé cet art de la débrouille en un business florissant. On travaille toujours la nuit. Il faut qu'on travaille très tôt pour que tout soit livré à temps. Après avoir téléchargé des programmes illégalement, il rentre chez lui. Il a 26 ans et son surnom est connu partout dans La Havane, Danny Paquete. Son Paquete, c'est un pack de 40 heures de programmes téléchargés, des films américains, des séries,
de la musique ou des matchs de foot, une fenêtre sur le monde extérieur qui connaît un succès monstre. Hawaï, c'est une série très populaire à Cuba. Elle est très suivie. On a aussi une nouvelle saison de cette autre série, Le Destin d'une reine. C'est une autre bonne série américaine. Une fois par semaine, les messagers sonnent à la porte. Ils viennent récupérer les disques durs qui contiennent les derniers programmes. Salut, rentre. Ces messagers sont chargés d'animer un immense réseau d'intermédiaires. Ces disques durs vont être copiés, recopiés et revendus à des centaines de milliers de personnes aux 4 coins de l'île. Voilà pour San José. Tu as eu les contacts au téléphone? Le paqueté est aujourd'hui consommé par plus de la moitié de la population cubaine. Depuis ce petit appartement, Dani dirige la première entreprise privée de l'île. Elle emploie 45 000 personnes et rapporterait $1,5 million par semaine. Pour que le gouvernement continue à tolérer cette affaire à la limite de la légalité, Dani sait ce qu'il a à faire, respecter les limites. Tous les programmes qu'on récupère, on les filtre. Filtrer, c'est vérifier qu'il n'y a rien de politique, rien qui soit contre la révolution, qu'il n'y ait pas de pornographie. Si on voit des informations internationales qui parlent mal de notre pays, on les enlève. Si je diffuse quelque chose qui n'est pas accepté par le régime, on viendra me chercher. La censure, elle s'applique encore partout et à tous à La Havane. Le gouvernement contrôle l'information. Tous les médias dépendent du Parti communiste. Un bâtiment fait pourtant figure d'exception dans la ville. C'est celui de On Cuba, le premier et le seul magazine indépendant de l'île. L'homme qui est parvenu à faire accepter cette idée au cacique du régime, c'est Hugo Cancio. Comment ça va, champion? Tout va bien? Les journalistes, tous cubains, traitent aussi bien de culture, de sport, que de la société cubaine. Sur quoi on travaille en ce moment, Milena? On est en train de parler du fait que la télévision n'a pas diffusé hier la grande finale de baseball. Ils l'ont pas diffusée? Non. Et les gens sont pas contents. Hugo Cancio veut faire de On Cuba un média différent. Un média qui ne soit ni aligné sur les idées du régime, ni sur celles de la presse étrangère. Avec On Cuba, on veut faire du vrai journalisme, basé sur des faits réels qui se produisent à l'intérieur du pays, sans défendre un camp ou un autre, une idéologie ou une opposition. Mais vous pouvez faire des interviews ou des articles sur des opposants? Ça ne fait pas partie de notre politique éditoriale. Il y a beaucoup de médias qui s'en chargent, qui le font très bien ou très mal. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et c'est aussi bien trop risqué. À La Havane, il vaut mieux observer sans se prononcer. Malgré les changements, il y a encore beaucoup de sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder. Dani Maldonado a payé cher pour être sorti des rangs, 10 mois de prison pour avoir ridiculisé les frères Castro. Salut, arrête-toi un de ces jours. Cet artiste contestataire vient tout juste d'être libéré de prison. Il est de retour dans son quartier et sent bien qu'une petite révolution est en marche. Certains osent maintenant ouvertement critiquer le régime. Les choses changent. Les gens osent de plus en plus parler. Ils ont de moins en moins peur. Regarde ce qu'on mange, nous, les Cubains. Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à manger. Tout est trop cher. Et vous pensez quoi de Danilo? C'est très bien. Je l'admire et je le soutiens. Il se bat pour la liberté des Cubains, car on n'en a pas. Vous comprenez? On n'a pas de liberté d'expression, on n'a pas de liberté de la presse, on n'a rien. Et écoute-les comme ils parlent. Ils font comme si tout était bon. Ça fait 50 ans qu'on vit sous cette dictature. La misère devient pesante, la rue gronde, et se trouvent des porte-paroles. Ces prisonniers politiques comme Danilo ont appris à être sceptiques. Bien sûr, il y a une ouverture, mais ce que le régime va en faire reste encore un mystère. Il faut que les négociations et le rapprochement avec les États-Unis bénéficient au peuple cubain, pas au gouvernement. Parce que si c'est le gouvernement qui en profite, il va investir davantage dans les moyens de répression. Plus de voitures, plus de patrouilles, plus de policiers, toujours plus de policiers, et plus de répression encore et encore.
C'est dur pour une mère de voir que son fils est emprisonné sans aucun motif. Mon fils m'a ouvert les yeux. On met du temps ici à réaliser qu'on vit dans un régime répressif. Lorsqu'on s'oppose, on se retrouve persécuté dans son propre pays. Pourtant, les opposants pèsent de plus en plus. Et pour Danilo, ils seront bientôt difficiles à faire taire. Avant, il n'y avait pas autant d'opposants comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de groupes d'opposition structurés. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il peut y avoir des changements positifs et qu'on peut gagner du terrain sur le gouvernement de Cuba. Je pense que oui. Je ne sais pas si ça va se produire dans 2, 3 ou 5 ans, ou si c'est déjà en train de se produire. Peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte parce qu'on est en plein dedans. Ce sont peut-être les artistes qui contribueront à changer le visage de la Havane. Il existe aujourd'hui un espace de liberté pour eux. Le bâtiment appartient au ministère de la Culture, mais la Fábrica del Arte repousse doucement et irrémédiablement les limites de ce qu'il est possible de diffuser. Diesly Jiménez est chargé de gérer cet équilibre délicat. Ce qu'il y a derrière vous, par exemple, c'est un peu subversif, non? C'est l'œuvre d'un artiste qui travaille beaucoup sur la thématique des militaires. Et ça veut dire beaucoup à Cuba de s'intéresser aux militaires? Il s'est toujours intéressé à ce thème. Ce n'est pas nouveau de pouvoir exposer quelque chose de subversif comme cette œuvre? C'est toi qui dis que c'est subversif. C'est juste le discours de cet artiste. Art plastique, mode, théâtre, cinéma, une nouvelle génération d'artistes est en train de se faire sa place. La jeunesse de la Havane, elle, se met à rêver qu'elle vit dans une capitale comme une autre. C'est un espace où il y a un certain degré de liberté. On voit ici les changements qui se produisent et c'est accessible à tout le monde. Pas seulement aux étrangers, mais aussi aux Cubains qui peuvent rencontrer des gens d'autres pays et échanger des idées. Le problème, c'est que la jeunesse va avancer, tu comprends? La jeunesse, elle avance. Le Malecón, c'est un autre lieu la nuit où bat le cœur de la Havane. Un symbole de cette ville qui se cherche encore. On se demande toujours si à Cuba, la Havane va devenir une ville avec un capitalisme effréné. Mais je ne crois pas qu'on va laisser la Havane se transformer en ce qu'elle n'est pas. Dans le futur, il n'y aura pas bientôt 200 McDonald's et 150 Burger King. Il y a une magie dans cette belle ville. Je ne sais pas vraiment la déchiffrer, mais je crois que je sais la défendre. Il faut faire attention à elle. Et la Havane restera la Havane. La rhétorique de la confrontation entre le régime communiste cubain et le capitalisme américain rythme depuis toujours la vie à la Havane. Hugo Cancio et d'autres espèrent que la ville trouvera son propre chemin, une sorte de troisième voie à la cubaine. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. À la frontière entre l'Inde et le Bangladesh vivent depuis des décennies des dizaines de milliers d'apatrides. Ni indiens, ni bangladais, ces hommes et ces femmes subsistaient jusqu'à présent sans réelle existence légale. En 2015, près de 60 000 d'entre eux ont enfin pu choisir l'une des deux nationalités. Héritage de l'Empire britannique des Indes et de sa dissolution compliquée en 1947, ces apatrides vivaient dans une myriade d'enclaves, des oubliés de l'histoire, coincés entre deux pays incapables de s'entendre sur une frontière logique ou de leur attribuer une nationalité et des droits fondamentaux. Après des décennies d'entente, l'accord a dessiné une nouvelle frontière reconnue par les deux gouvernements et mis fin à ces territoires en confetti. Les deux pays ont ensuite donné aux apatrides la possibilité de choisir leur nationalité
et de migrer dans le pays de leur choix. La plupart ont décidé de rester là où ils vivaient, mais certains ont fait leur bagage pour rejoindre le pays d'en face. Une équipe de France 24 a filmé ces déplacements de population historiques et pour une fois, heureux. Sur Habitandon, Porimal Palma et Alban Alvarez. Ce sont les derniers préparatifs avant le grand déménagement. Cela fait 60 ans que nous vivons sur ces terres. Aucun gouvernement ne voulait de nous. Mais maintenant, nous avons une chance d'améliorer nos conditions de vie. Alors c'est mieux d'aller de l'avant. Pour les habitants de l'Almano-Herat, une enclave indienne située au Bangladesh, c'est un jour historique. Sans nationalité depuis des décennies, ces apatrides vont enfin pouvoir bénéficier de la citoyenneté indienne. Pour Tarak Chandra Burman, l'attente aura duré 83 ans. Nous nous sommes toujours considérés comme Indiens et maintenant que le gouvernement de New Delhi nous invite à les rejoindre, bien sûr que nous partons. Cela fait des années que j'attends ce moment. Longtemps considérée comme la plus complexe du monde, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh était un véritable casse-tête hérité de la dislocation de l'empire colonial britannique. D'un côté, 37 000 Indiens vivaient dans 111 enclaves situées au Bangladesh. De l'autre, 15 000 Bangladais étaient répartis dans 51 enclaves situées en Inde. Après plusieurs décennies de négociations, les deux pays sont parvenus à un accord en juin dernier. Une nouvelle frontière sans enclave est définie. Les habitants peuvent désormais choisir leur nationalité et migrer dans le pays qu'ils souhaitent. Le déplacement des populations a été soigneusement organisé par les autorités. Au total, 1 millier de personnes va quitter les enclaves et rejoindre l'Inde. Aujourd'hui, 17 familles sont sur le point de prendre la route. Au moins, je ne pars pas toute seule. Nous y allons tous ensemble, c'est moins difficile. Pourtant, la majorité des habitants des enclaves a fait le choix de rester. J'avais la possibilité de m'installer en Inde, mais j'ai refusé. Nous sommes nés et avons grandi ici. Tous nos amis, nos proches vivent ici. Nous espérons que le Bangladesh nous donnera accès aux mêmes droits que tout le monde. Quelques fleurs en guise d'adieu, avant de traverser pour de bon la frontière. Des voisins sont venus en nombre pour leur dire au revoir. Tarak Burman a longtemps rêvé de ce moment. Pour ce fervent hindouiste, rejoindre l'Inde, c'est quitter le Bangladesh musulman. Pour le restant de mes jours, je vais vivre dans le pays de ma religion. Privés de papier d'identité depuis des décennies, les populations à l'intérieur de ces territoires en confetti n'avaient accès ni aux écoles ni aux hôpitaux. En déménageant, ils espèrent bénéficier d'une citoyenneté ordinaire. Côté indien, le gouvernement a préparé une cérémonie de bienvenue. Un accueil en grande pompe qui fait la fierté des autorités. C'est probablement la première fois dans l'histoire récente qu'une redéfinition des frontières entre deux pays a lieu de manière pacifique. Regardez, tout le monde a l'air heureux. C'est une vraie réussite et un magnifique exemple pour le monde entier. La tristesse du départ fait rapidement place à l'excitation d'une nouvelle aventure. Tarak Burman a enfin rejoint la terre de ses ancêtres. Le lendemain matin, nous visitons les préfabriqués attribués par le gouvernement indien aux nouveaux arrivants. Spartiate au premier coup d'œil, mais pour ces gens qui vivaient dans des huttes, c'est une entrée dans la modernité. Nous retrouvons Soma Rani, qui a rapidement pris ses marques. Le gouvernement a tout préparé pour notre arrivée. Ils nous fournissent aussi de la nourriture. C'est comme si nous avions toujours été des citoyens indiens pour eux. Mais j'espère qu'ils vont aussi nous aider financièrement. C'est très important pour nous. En plus de la nourriture, New Delhi va fournir ses logements gratuitement pendant 2 ans. Au-delà, les nouveaux arrivants devront se prendre en main, comme tout citoyen ordinaire.
Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre canadien, s'est engagé à accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici fin février 2016. Si le chiffre peut paraître faible comparé aux pays européens, c'est un réel changement du Canada sur ce dossier, alors que le précédent gouvernement avait difficilement consenti à l'accueil de 10 000 réfugiés sur 3 ans. Alors que des centaines de familles sont déjà arrivées, vous allez le voir dans ce sujet, que pour gérer leur accueil, eh bien, les autorités comptent beaucoup sur la société civile et la générosité des citoyens. Se pose également la question de l'apprentissage de l'anglais ou du français et l'aide psychologique à des enfants souvent troublés par la guerre et l'exil. Frédéric Guiraud. Depuis son arrivée à Montréal il y a près de 2 semaines, la famille Keork tente de reprendre une vie normale. Après avoir fui Alep en pleine guerre civile à l'été 2013 et vivoté à Beyrouth pendant 2 ans et demi, le calvaire s'achève enfin au Canada. Ici, les gens sont très respectueux. Quand nous sommes allés dans les agences gouvernementales, nous avons été très bien accueillis et nos affaires ont été réglées très rapidement. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement. En fait, nous remercions tous ceux qui aident à sauver les réfugiés. Leur logement, c'est grâce à la communauté arménienne à laquelle elle appartient que la famille l'a obtenu comme leur entrée au pays. Depuis 2 ans, l'association chrétienne Haïdoun a ainsi parrainé près de 1000 réfugiés syriens et en attend encore 900 dans les mois qui viennent. Des dossiers dont le traitement a été accéléré par l'élection de Justin Trudeau. En pleine campagne électorale, le nouveau Premier ministre a en effet promis d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Un changement de politique qui a divisé la population, notamment à cause des enjeux de sécurité. Dans les milieux associatifs, c'est le calendrier de mise en œuvre très serré qui a fait grincer des dents, et à raison. Le gouvernement a finalement repoussé la date butoir à la fin février. Ils ont décidé d'accélérer sans nous consulter et sans nous donner de ressources, sans nous dire, écoutez, nous sommes derrière vous, vous faites le travail et nous allons vous soutenir. Et ce que je sens actuellement sur le terrain, je dois vous dire, c'est un peu une sorte de désorganisation qui essaye de s'organiser, si je peux le dire. Pour l'heure, cette nouvelle politique semble donc principalement reposer sur les associations et les particuliers. Sur les 25 000 réfugiés parrainés d'ici la fin février, environ 15 000 le seront à titre privé. Un parrainage qui a un coût. Le gouvernement exige 8 000 € pour faire venir une personne seule, 14 000 pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, c'est donc de la générosité populaire que dépend une bonne partie de cet accueil. Les vêtements que la famille Keork va pouvoir emporter sont ainsi des dons. La population canadienne a fait preuve d'une mobilisation sans précédent pour aider les réfugiés syriens. C'est extraordinaire, la volonté des gens qui sont mobilisés et qui veulent faire leur part. Parmi les défis à relever, il y a la question du travail. Pour encourager les employeurs potentiels au Québec, le gouvernement provincial leur offre une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 € par réfugié. Nous avons déjà commencé à avoir des liens avec des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes pour des personnes qui ont des compétences. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas le français qu'ils n'ont pas de compétences. À peine arrivé, Keork a ainsi pu trouver du travail dans cette chaîne de supermarchés libanais. Un emploi certes éloigné de son métier de designer industriel, mais même au salaire minimum, c'est un revenu indispensable en attendant les cours de francisation qu'il suivra pendant 10 mois à partir de janvier. L'apprentissage de la langue, l'anglais ou le français selon les provinces, c'est l'autre enjeu de l'intégration de ces nouveaux résidents canadiens. D'autant que sur les 7 à 9 000 réfugiés que le Québec doit accueillir d'ici février, plus de 2500 seraient des enfants. Si la majorité sera intégrée gratuitement dans des établissements publics, certains le seront également dans le privé, comme à l'école Alex Manouguian. Dans ce cas, l'État ne prend en charge que 40% des frais annuels, le reste étant de nouveau assuré par les dons de particuliers. Un système qui permet déjà à l'école d'accueillir 30 élèves répartis dans 2 classes que dirigent une enseignante et une assistante, car plus que la francisation, ces enfants ont avant tout besoin d'une attention de tous les instants. Il faut y aller graduellement avec eux et savoir quand est-ce que on va intégrer l'enjeu de l'éducation, de la francisation, et il faudrait quand est-ce que je pourrais être là comme la psychologue, comme la maman qui est là pour leur donner des câlins, pour les rassurer. Car plus d'un tiers de ces enfants souffriraient de troubles et de traumatismes liés à la guerre et à leur exil forcé. Ici, chaque semaine, une psychologue bénévole rencontre individuellement les enfants qui en ont besoin, mais on s'inquiète d'une politique qui voudrait aller trop vite sans tenir suffisamment compte de ces difficultés.
La francisation se passe relativement bien, mais aller identifier les besoins spécifiques des enfants au niveau psychologique, ça demande une approche qui est un peu différente et une vision qui est un peu différente. Alors je pense que cet élément-là a été mis peut-être un peu de côté, de par le manque d'expérience qu'on a de recevoir peut-être des enfants issus de la guerre. Des enjeux auxquels le pays devra rapidement faire face pour respecter ses engagements. 600 réfugiés syriens doivent arriver quotidiennement au Canada d'ici la fin de l'année. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. « 20 ans après la signature des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre des Balkans, les correspondants de France 24 sont partis à Sarajevo retrouver certains acteurs majeurs de ce conflit qui a déchiré la Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995. Ils y ont rencontré ceux qui se sont retrouvés en première ligne lors des combats et d'autres qui ont dû fuir leur ville de cœur. Aujourd'hui, les stigmates des violences sont toujours visibles dans la capitale meurtrie. Et le constat est frappant, le visage de la ville a radicalement changé, tout comme ses habitants. Signé le 14 décembre 1995 sous l'égide des États-Unis et de l'ONU, les accords de paix de Dayton ont certes permis de faire cesser les combats entre des communautés qui ont pendant longtemps vécu paisiblement ensemble. Mais ils ont également entériné la division de la Bosnie en figeant des frontières internes sur des lignes ethniques. Billet retour à Sarajevo, la martyre. C'est un reportage de Julien Sauvager, Clovis Casali. Sniper Alley, avenue emblématique de Sarajevo. L'artère de tous les dangers pendant la guerre. Notre guide, le général Jovan Divjak. Vous pouvez suivre, quand je vous montre là, les trous là, papa. Pour les Bosniaques, c'est un héros. Pour les Serbes, un traître. À 79 ans, le général né à Belgrade n'a rien oublié de cette période où sa ville de cœur était assiégée. Voilà encore, c'est après 20 ans, on n'a pas l'argent de reconstruire ça. Voilà, c'est tout. J'avais un ami qui a vécu au 18e étage. Je l'ai visité au temps de la guerre car l'ascenseur ne fonctionnait pas, ça il fallut aller à pied. Les snipers serbes prenaient pour cible les civils bosniaques. En journée, il était quasiment suicidaire de traverser l'avenue. La nuit, le général venait discrètement prendre des nouvelles des troupes et de ses amis. On a parlé, expliqué comment on a survécu dans les autres endroits. On oublie les tirs. C'est Voltaire qui a dit le paradis terrestre où je me trouve. C'est-à-dire le paradis terrestre était à 18e étage, 93-14. Malgré les tirs. Oui, voilà. Aujourd'hui, il lui arrive de croiser des ennemis du passé. Cet homme, par exemple, qui connaissait bien Ratko Mladic, le boucher de Srebrenica. Oui, il était du côté serbe. Viens, on va boire un verre. Non, on peut pas. Mais pourquoi? Non, on veut pas boire de verre. C'est moi qui invite, je vous paye un verre. Le général, en revanche, n'a rien perdu de sa galanterie. Dis-moi, ça te dirait d'aller boire un café? Pourquoi pas, allons-y. On va au café. Et moi, je viens de te demander et tu me dis non. Elle, c'est une femme. T'es trop vieux, laisse tomber. Le siège de Sarajevo aura duré près de 4 ans, le plus long dans l'histoire de la guerre moderne. Bilan, 11 000 morts. Chaque jour, l'armée serbe pilonnait les positions bosniaques, notamment cette ancienne université, aujourd'hui à l'abandon. On n'a pas encore trouvé un donateur qui veut reconstruire ça. L'État ne peut pas le faire? L'État, je vous ai dit que l'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Car ils sont représentants de 3 peuples. Les Serbes s'intéressent pour les Serbes de Republika Srpska. Les Croates de Herzégovine, c'est l'endroit Bosnie centrale où sont les Croates en majorité. Et puis les Bosniaques quand on parle un peu de gouvernement, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes.
Une Bosnie divisée par les accords de Dayton, avec des gouvernants incapables de se rassembler pour faire prospérer le pays. Les stigmates de la guerre sont sur les murs et dans les esprits. Par endroits, là où les obus serbes ont frappé, de la résine rouge a été coulée dans le béton. Ce sont les fameuses roses de Sarajevo. La ville n'oublie pas ses morts et ses combattants. Cette maison d'apparence banale abritait un tunnel secret qui a longtemps été le seul lien entre Sarajevo l'assiégé et le monde extérieur. Bonjour. Bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le général Jovan Divjak. La conversation s'engage avec un groupe de touristes américains. C'était comment pour vous le 11 septembre? Certainement très dur, alors imaginez ce que nous on a vécu. Moi je travaillais au Pentagone à l'époque. L'avion s'est écrasé là où j'avais mon bureau. Je vais demander, est-ce que peut nous donner la permission de tourner? Venez. C'est l'entrée, c'est 10 km. C'est 10 km. Le lieu est devenu un musée pour raconter l'histoire de ce tunnel qui a vu passer des armes, de la nourriture et des médicaments. Dans le tunnel, il n'y avait pas beaucoup d'air et beaucoup d'eau. Mais quand on le prenait et qu'on arrivait au bout, on se disait quel luxe. Même si c'était dur de traverser, au moins on n'avait pas à se soucier des balles qui volaient au-dessus de nos têtes. Harun Odzic est un des premiers à avoir emprunté ce tunnel de 800 mètres, construit en 1993 sous la piste de l'aéroport de Sarajevo. On portait sur notre dos des sacs qui pesaient jusqu'à 50 kilos. C'était une question de survie pour chaque citoyen de Sarajevo qui prenait le tunnel. Les gens transportaient de la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin pour survivre et qu'ils ne pouvaient pas trouver à Sarajevo. Harun Odzic vivait en Serbie lorsque le siège de Sarajevo a débuté en 1992. Cet imam a quitté sa famille pour combattre aux côtés des Bosniaques. Il se décrit comme un moudjahidine qui n'a fait que son devoir. En tant qu'imam, chaque jour, je devais me rendre au chevet des blessés et de ceux touchés par des tirs. Je me devais d'être la première personne à leur apporter du soutien. Plus de 10 jeunes sont morts dans mes bras et j'ai partagé avec eux leurs derniers instants de vie. Ça a été les moments les plus durs de toute ma vie. 20 ans après la guerre, l'imam Odzic officie sur le mont Igman, à l'endroit même où lui et ses hommes combattaient les Serbes. Il nous invite pour la prière du vendredi. Samir, c'est mon ami. Il était soldat de l'armée de Bosnie-Herzégovine et il était déployé justement ici. Aujourd'hui, il travaille comme agent de sécurité pour la mosquée et les lieux autour. Il a la chance de vivre là où il a dû abandonner et dire au revoir à sa jeunesse. Je fais en sorte de défendre l'endroit qu'on protégeait durant la guerre. Nichée au cœur de la forêt, cette mosquée en bois fut construite par des soldats musulmans, bravant des températures glaciales, sous la mitraille des combats. L'imam dédie ce lieu de culte aux frères morts pour un accord de paix qui lui semble bien précaire. Les accords de Dayton représentent une corde autour des cous des peuples qui vivent en Bosnie et des nations qui constituent ce pays. Nous demandons à Dieu de changer cette situation dès que possible, afin que nous puissions vivre dans une Bosnie-Herzégovine qui sera la nôtre, unie et sans crainte d'être exposée à nouveau à des agressions comme pendant la guerre. Une Bosnie-Herzégovine apaisée et tolérante, c'est le souhait de cet ancien moudjahidine. Nous, Bosniaques et musulmans, n'avons jamais eu l'ambition de transformer la Bosnie en pays seulement musulman ou bosniaque. Sarajevo n'est pas une ville musulmane. Il y a ici des Serbes, des Croates qui vivent avec nous tout à fait normalement. Absolument personne ne peut dire que c'est une ville pour la communauté musulmane. Et en tant que musulmans, nous ne laisserons jamais dire cela. Sarajevo a longtemps été surnommée la Jérusalem des Balkans, marquée à l'époque yougoslave par une cohabitation pacifique entre catholiques
orthodoxes et musulmans. La guerre a provoqué le départ de la plupart des Serbes et Croates. Les Bosniaques, eux, sont restés. Les autorités n'ont toujours pas annoncé les résultats du dernier recensement de 2013. Mais aujourd'hui, on estime qu'au moins 80% des habitants de Sarajevo sont musulmans. Ce n'est pas le cas de Svetlana Broz, dont le grand-père n'était autre que le maréchal Tito, héros de la résistance et président à vie de l'ex-Yougoslavie. Choquée de voir son pays se déchirer, cette cardiologue de formation s'était rendue en Bosnie pour soigner des blessés de guerre. Elle défend plus que jamais le discours de Tito. C'était parfois fatigant de l'entendre parler constamment de fraternité et d'unité. Il répétait cela tous les jours. Mais 11 ans après sa mort, quand la Yougoslavie s'est morcelée, j'ai vu à quel point ce qu'il disait était important. Pour moi, Tito symbolise l'unité de la Yougoslavie. Nous demandons à l'héritière du maréchal de nous emmener à Sarajevo-Est, un quartier situé en Republika Srpska, l'entité autonome serbe du pays. Où se trouve exactement la frontière entre la Fédération et la Republika Srpska? Quand vous arrivez à la rue là-bas, c'est juste au milieu. Où ça? Où ça? Au milieu. Au milieu de quelle rue? Bah alors tout droit et puis à gauche. Ok, donc c'est une rue plus loin. Le facteur est l'un des seuls à connaître cette frontière invisible au beau milieu de ces immeubles résidentiels. Peu de Bosniaques traversent la rivière pour se rendre à Sarajevo-Est. Les Serbes, eux, ont construit une nouvelle route pour éviter les quartiers bosniaques. Tout le monde ne s'en réjouit pas. Ici, il y a de l'extrémisme comme partout. Si je devais donner un chiffre, je dirais que 80% des gens ne sont pas extrémistes ici. Personne ne se soucie de la frontière. Ils achètent ici, nous on achète là-bas. Quand il y a de l'argent, il n'y a pas de frontière. Sarajevo-Est tranche avec le reste de la ville. Les habitants semblent plus méfiants à l'égard des journalistes. Selon les Serbes, l'Occident aurait pris parti pour les Bosniaques pendant le siège. On peut vous interviewer? Vous êtes de quelle chaîne? C'est la télévision française. On n'est pas intéressé. Je vous aime pas les Français parce que vous défendez l'islam. Dirigée par des nationalistes, la Republika Srpska réclame toujours son indépendance. Ces 20 années de stagnation économique et politique quasi totale n'ont rien arrangé. La nation en devenir avec cette jeunesse est pire et plus extrême. Alors que nous, on l'a vu la guerre. Les jeunes ne savent rien, on leur a lavé le cerveau. Ils ne savent pas ce que les gens ont enduré, et c'est ça le plus gros problème. Direction le quartier de Dobrinja et son ancien village olympique qui hébergeait les athlètes des JO de 1984. L'événement avait fait la fierté de toute la Yougoslavie et les habitants s'en rappellent avec nostalgie. C'est ici que travaille Biljana Despotovic, une Serbe de Bosnie, née à Sarajevo. Cette jeune pharmacienne se considère avant tout bosnienne, mais il arrive que son nom typiquement serbe étonne. Parfois, des clients âgés arrivent en disant « Salam alaikum ». Moi, je leur réponds « Bonjour ». Ensuite, ils se rapprochent et quand ils voient mon nom, ils disent « Oh, pardon, pardon ». Au final, c'est plutôt mignon. Comme des milliers de Serbes, Biljana a fui quand la guerre a éclaté. Pendant des mois, elle a alterné camps de réfugiés et familles d'accueil. Puis, contrairement à la majorité des autres déplacés, elle est revenue vivre à Sarajevo. Elle n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Tout comme son petit ami serbe venu lui rendre visite, il découvre Sarajevo. J'étais très impatient de venir et je suis content parce qu'avant j'avais en tête une image de la ville. Mais en fait, c'est beaucoup mieux et plus beau que ce que je pensais. Biljana se veut optimiste quant au futur de son pays, mais pèse chacun de ses mots, de peur de trahir sa pensée et d'attiser les tensions. Je me rappelle que ma mère me disait toujours « Biljana, tu sais, ce n'est pas important les différences. Les hommes sont tous faits de chair et d'os. »
Mais avant, c'était beaucoup plus simple. Les gens étaient plus détendus, ils ne faisaient pas attention à ta religion ou à ton nom. Que tu sois serbe, musulman ou croate. C'était pas important à cette époque-là. Au cœur de Sarajevo, le mémorial de la Flamme éternelle rend hommage aux Serbes, Bosniaques et Croates qui ont combattu ensemble l'ennemi nazi. Depuis, la fédération yougoslave s'est disloquée, laissant les extrémistes jouer leur partition en exploitant les divisions. Les accords de Dayton ont figé les frontières sur des lignes ethniques, chaque entité est dotée d'un millefeuille administratif et politique qui paralyse tout processus de décision. Traumatisée par la guerre, la population, elle rêve de prospérité et d'une paix durable. Moins de chômage et plus de justice sociale pourraient être les meilleurs remparts au nationalisme et aux violences. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Quant à moi, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter ce rendez-vous hebdomadaire pendant près de 2 ans. Et je vous laisse entre de bonnes mains avec mon collègue Serge. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne année 2016. Permettez-moi aussi de vous souhaiter, Nour, tous mes vœux pour cette année 2016 et bon succès pour la suite de votre carrière. Merci Serge. Également à tous nos téléspectateurs. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée.